merci de nous retrouver pour ce webinaire, un webinaire un peu spécial qui est consacré au prix J'aime le livre d'art, c'est la 8e édition. Le prix sera remis le 11 décembre et je vais vous présenter nos intervenants, à commencer par vous, Virginie Agueloer. Très difficile à dire, j'ai réussi. Vous êtes donc directrice de Norma Édition, merci de nous rejoindre. À côté de vous, Nicolas Depointet, bonjour. Alors bonjour. Vous vous occupez chez Albin Michel particulièrement du département des beaux livres. Et on va y revenir, vous êtes lauréat 2024 du prix. Lauréat 2024. Chanceux lauréat, absolument. En face de vous, bonjour Antoine Grund. Alors vous êtes président du groupe Art et Beaux Livres du Syndicat national de l'édition. En effet, j'ai cet honneur. Bravo. Et avec nous, un libraire quand même, Thierry Maudre, bonjour. Vous êtes libraire spécialisé beaux livres à la librairie L'Ardancher. Bienvenue. Exactement. Merci. Alors écoutez, sans attendre, je pense que le mieux, c'est qu'Antoine Grund, vous nous présentiez un petit peu ce prix, parce qu'il s'agit d'une nouvelle mouture pour cette année. Effectivement. Alors, comme vous le disiez, le prix n'est pas totalement neuf, puisque c'est la 8e édition déjà. Ce qu'on a essayé de faire à l'occasion de mon arrivée à la tête du groupe, j'ai pris la suite de Pascal Le Torel, qu'il a mené avec brio pendant de nombreuses années. Ce qu'on a essayé de faire, c'était un peu de tailler le buisson pour lui redonner de la vigueur. Alors, on a réduit notre jury de libraires à une vingtaine de libraires qui nous ont fait l'amitié d'accepter notre invitation. Et puis, nous avons aussi imaginé d'autres formes d'autres façons de mettre en avant le livre d'art et le beau livre dans cette période de fin d'année, et de le faire en particulier en librairie. Le cœur de l'opération, c'est vraiment la librairie. C'est un prix des libraires qui est remis, et c'est une manifestation qui vise à illustrer la diversité et la richesse de notre secteur. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour s'en rendre compte que les librairies. Voilà, et puis donc ce partenariat avec Livre Hebdo qui nous donne l'occasion de ce webinaire, c'est une des nouveautés de l'édition. Nous avons aussi créé un compte Instagram qui ne va pas tarder à prendre vie, qui est déjà créé mais qui n'est pas encore très vivant. Voilà, bref, une série d'opérations qui redonnent un peu de vigueur à cette manifestation. Très bien, c'est une merveilleuse idée. Et puis alors nous avons la chance d'avoir avec nous le lauréat 2024. Racontez-nous, Nicolas, comment est-ce que cela a changé votre vie ? Ça a totalement changé ma vie, effectivement. Non, d'abord, une chose, qu'un libraire est là, donc j'en profite. Pour moi, un prix de libraire, c'est le plus beau des prix qu'on puisse avoir. Parce que sans les libraires, il n'y a pas d'éditeur. Donc j'étais vraiment touché par ce prix. C'est les quelques mots que j'avais dit à l'époque, je me souviens. Et puis, c'est aussi un prix qui était important pour moi, parce qu'on avait eu cette idée de ce livre qui s'appelle Les ruines de Paris, parce qu'à l'époque, on a toujours un peu peur, mais l'IA arrivait et on se demandait si l'IA n'allait pas faire disparaître mes confrères et moi-même, les artistes, les auteurs, etc. Et donc je travaillais avec ces deux grands photographes qui sont Yves Marchand et Romain Meffre, qui sont spécialistes de l'urbex. Et depuis des années, on leur demandait quelles étaient les ruines qu'ils auraient aimé photographier, qu'ils n'ont pas encore photographiées. Et eux avaient toujours en tête celle de Paris à la Commune, puisque Paris a été en ruine et c'était devenu un tourisme des ruines. Il y a eu des livres qui ont été publiés, etc. Et finalement, avec l'arrivée de l'IA, je dis faisons-le, allez-y. Et donc ils se sont dit, tiens, on va tester. Donc ils sont partis de leurs images et ils ont commencé à passer des nuits entières à essayer de détruire Paris. Et une petite anecdote, heureusement, ça s'est pas mal fini. Mais une nuit, ils ont passé peut-être 4 ou 5 heures sur le Moulin Rouge. Et le lendemain matin, ils ont allumé la radio et les ailes du Moulin Rouge étaient tombées. Ils avaient passé la nuit à essayer de le détruire. Donc là, ils se sont arrêtés. Il y a une espèce de dystopie qui se mettait en place. Bref, finalement, ça s'est bien fini. On a eu le prix et ça nous a permis, plus sérieusement, d'avoir beaucoup de visibilité, notamment en librairie, évidemment, sur les tables, mise en avant dans les vitrines. Et puis, on s'est servi aussi de ce prix auprès des journalistes pour leur dire, vous savez, il y a un prix qui existe pour les livres d'art, parce qu'on a tendance à l'oublier. Et donc, ça a été vraiment un outil d'un point de vue médiatique aussi très important pour nous. Très bien. Alors cette année, la concurrence va être rude. Il y a donc 23 maisons d'édition, 46 ouvrages retenus. On va essayer de faire le tour. C'est court, 1 heure, mais on va faire ça bien. Donc les maisons d'édition ont sélectionné un ouvrage sur 2 sur lesquels nous allons nous appesantir.
mais malheureusement brièvement. On va commencer peut-être par évoquer les récits, les mythes et véritablement la littérature visuelle. Dans ce cas-là, Nicolas, je vais vous laisser la parole. Dans ces histoires de mythologie, de textes illustrés, d'imaginaire, vous avez choisi Les yeux de Mona chez Albin Michel. Oui, pardon, je reprends la parole, mais rassurez-vous, après, ce ne sera plus moi qui parlerai. Mais oui, on a eu une très belle aventure autour d'un roman que j'ai publié qui s'appelle Les yeux de Mona et qui était un grand roman d'initiation à l'art. Et ce livre a une... Et qui est un roman. Qui est un roman, voilà, qui est un roman qui avait une jaquette un peu spéciale dans laquelle il y avait les vignettes des œuvres. Mais bref, ce livre a eu un grand succès et un destin mondial. Et pour Noël, on avait beaucoup de lecteurs, lectrices qui nous demandaient, voilà, elles ne voulaient pas faire une version beau livre avec les œuvres en grand. Donc on s'est dit, on va le faire, mais on va essayer aussi d'y ajouter des œuvres de contexte pour vraiment en faire une petite encyclopédie d'histoire de l'art. Et donc ça a donné ce beau livre, Les yeux de Mona, avec les 52 œuvres, les 52 tableaux que le grand-père montre à sa petite-fille pour lui mettre toute la beauté du monde dans les yeux si jamais un jour il se ferme. Et puis 100 œuvres de contexte que l'auteur aussi commente et réintègre en contrepoint. Voilà. D'accord. Donc ça reprend le roman ? Ça reprend le texte intégral du roman et voilà. qu'on illustre. Et d'ailleurs, votre introduction était tout à fait juste. Il y a si on se promène en librairie, maintenant, on voit beaucoup d'éditions collector, des romans, des livres et de plus en plus de beaux livres. Donc moi, je m'inscris tout à fait dans je trouve, dans cette très bonne idée éditoriale qui est sur des œuvres qui ont marqué, de pouvoir proposer des ouvrages, des beaux livres, des livres d'art, cadeaux pour la fin d'année. Voilà. Très bien, merci. Virginie, de votre côté, en matière, là aussi, on va rester très très haut, on va rester du côté de Victor Hugo, les Contemplations. Oui, vous avez choisi de défendre celui-ci. Oui, tout à fait, parce que donc les Contemplations de Victor Hugo paraissent dans une version totalement inédite aux éditions Diane de Cellier. Donc les éditions, les éditions Diane de Cellier, moi j'aime beaucoup. C'est une éditrice qui a beaucoup d'audace, qui ne sort qu'un livre par an, un très beau livre tous les ans, sur un texte mythique, connu, important, avec toujours des illustrations très exceptionnelles. Là, en l'occurrence, ce livre accomplit le projet artistique que Victor Hugo lui-même rêvait de réaliser, c'est-à-dire il publie les Contemplations en 1856. C'est un itinéraire spirituel, intellectuel. Beaucoup de thèmes qui lui sont chers sont avancés dans cet ouvrage, l'exaltation de la nature, le sentiment amoureux, la méditation sur la condition humaine, etc. Et Victor Hugo est passionné de photographie et pour lui, il s'émerveille de ces images parce que donc la photographie, c'est quelque chose d'assez innovant à son époque, bien sûr. Donc cet ouvrage illustre 120 œuvres de 85 photographes différents. Donc voilà, c'est encore une fois aux éditions Diane de Cellier. Alors je peux pas le porter, il est très lourd, il est très beau, il est très gros. Il y a un très beau coffret comme toujours. Donc c'est un magnifique ouvrage que voilà, j'avais très envie de défendre aujourd'hui. Bravo, une nouvelle vie. Dans les grands textes qui sont destinés à durer, nous avons L'homme qui plantait des arbres chez Gallimard. Encore votre tour, Encore Nicolas. moi, mais c'est sans fin. Non, justement, ça illustre tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle offre des grands textes de littérature qui nous sont proposés sous forme de beaux livres. Et alors celui-là, il me tenait à cœur parce que il me tient doublement à cœur. Pardon. D'abord, ce magnifique texte de Giono, L'homme qui plantait les arbres, qu'il a écrit pour vraiment faire aimer les lecteurs qui plantent eux-mêmes des arbres. Donc il y avait une dimension, une volonté écologique. C'est ce berger qui va entre les deux guerres redonner vie à sa région en Haute-Provence en replantant des arbres. Donc c'est un grand texte très célèbre sur la relation entre l'homme et la nature. Et puis ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'ils ont eu la très bonne idée que j'aurais aimé avoir, pour être honnête, de proposer à Eva Jospin, qui est une jeune artiste française que j'aime beaucoup. Peut-être vous connaissez, elle crée, elle sculpte dans du carton ces forêts oniriques, c'est vraiment sublime. Et ça, j'ai trouvé que c'était une merveilleuse idée. Donc voilà, c'est dans cette collection qui sont les grands textes chez Gallimard, illustrés avec des cartes blanches à des artistes contemporains.
Voilà. Absolument, bravo. C'est vrai que c'est une belle association. Je vais nommer dans cette catégorie des récits et des grands mythes quelques ouvrages qui sont en lice. Il y a Vierges, histoires et tabous chez Albin Michel, qui est une enquête menée par Laure Adler, donc chez vous Nicolas. Ulysse, Athéna et les autres, la mythologie gréco-romaine racontée par la peinture aux éditions du Chêne. C'est une introduction très claire, illustrée des mythes gréco-romains qui sont racontés à travers la peinture. Qu'avons-nous encore? Le Décaméron de Boccace, qui est illustré par l'auteur et les peintres de son époque, toujours chez Diane de Célier. Évidemment, toujours très beau, très lourd, Virginie. Et enfin, sur les chemins noirs chez Gallimard, c'est le récit de Sylvain Tesson, évidemment illustré également, et c'est une traversée intérieure avec l'exploration de la France sauvage. Alors moi, j'aimerais vous poser une question à vous quatre, parce que vous êtes les spécialistes des beaux livres. Comment se porte le marché aujourd'hui? On est quand même, combien maintenant, 3 ans, 4 ans après le Covid, l'inflation, prix du marché. Comment est-ce que ça va? Alors moi je pense que la clé dans le secteur du beau livre, c'est d'être très spécialisé. C'est un secteur qui est complexe, effectivement, qui a une économie fragile. Le secteur du beau livre est aussi un secteur très concurrentiel, non pas qu'on soit concurrents entre nous, mais il y a des livres qui sortent tous les jours. Il y en a vraiment autant que de sujets. Et on parle de livres donc dans le domaine des beaux-arts, mais finalement ça brasse des époques, ça brasse des courants artistiques, c'est très très vaste, donc il y a une offre énorme. Donc évidemment c'est un secteur fragile. Le fait d'être très spécialisé permet quand même de s'en sortir, parce que on vient aussi chercher une maison d'édition pour ce qu'elle a à offrir, et puis c'est tout de même quelque chose où on se rend compte qu'il faut être tout le temps dans la créativité, essayer de moderniser les sujets. C'est pas simple, c'est un marché qui, je pense, en fait, paradoxalement, ne se porte pas si mal, mais qui est fragile. Il faut être très réactif, il faut s'emparer des sujets, effectivement être assez alerte sur les sujets d'actualité aussi, les expositions, ça aide énormément, le contexte culturel, enfin voilà, il faut arriver à s'emparer de tout ça. Voilà. Je pense que c'est un métier de niche. Tout à fait. C'est ce qui me permet d'exister aujourd'hui. J'ai repris la librairie il y a une trentaine d'années. Elle était une bonne librairie générale de beaux-arts. J'ai supprimé un certain nombre de secteurs. Et aujourd'hui, je tiens pas trop mal. Il faut se battre au quotidien. On a la chance d'avoir des éditeurs comme Norma ou d'autres qui sont des petits éditeurs qui rentrent dans notre niche. Donc pour l'instant, je dirais que je suis confiant. Eh bien, bonne nouvelle. On attaque le deuxième volet, le deuxième chapitre de cette sélection de 46 ouvrages. On va parler un peu de portraits d'artistes et de trajectoires créatives. Pour commencer, ça m'embête, c'est encore vous. Je peux m'en aller. Il n'y en a que pour vous. Vous avez choisi de défendre Thomas Lévillane, La fin du banal aux Beaux-Arts de Paris, cet artiste. Oui, donc Thomas Lévillane, j'ai trouvé ça... D'abord, j'aime beaucoup les éditions des Beaux-Arts de Paris, donc je suis content de défendre un de leurs livres. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, Thomas Lévillane, il a été diplômé des Beaux-Arts de Paris il y a 20 ans. Et j'ai aimé cette idée de filiation et comme ça que les Beaux-Arts, les éditions suivent leurs artistes. Donc ça, c'était le premier point. Puis je trouve que c'est un photographe qui a 1000 casquettes, mais c'est d'abord un peintre du banal, d'où le titre de ce livre, La fin du banal, parce que finalement, il peint une banalité dans laquelle il trouve toujours une profondeur. Moi, j'avais en tête, je connais pas toute son œuvre, mais que j'ai retrouvé dans cette monographie, cette première monographie, tous ces tableaux de fêtes, des lendemains de fêtes, qui nous plongent tout de suite dans quelque chose. Donc il a l'art d'avoir un regard différent. Et puis là, je ne sais pas si vous connaissez sur Switch TV cette émission qui s'appelle Les Apparences. En fait, il reçoit chaque semaine un artiste français pour lui donner la parole sous forme d'échange. Donc ça, je trouve que c'est quelqu'un qui est très généreux et très original et qui compte aujourd'hui beaucoup dans la scène contemporaine. Donc c'était courageux de la part des éditions des Beaux-Arts de Paris de publier une monographie. Et donc ça m'est intéressant. Il écrit pour Citizen K aussi, il très est actif. Il est comédien, réalisateur. 360, oui. C'est quelqu'un de très aussi contemporain dans sa façon d'exister comme artiste. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Très bien. Posez pas le micro, parce qu'après c'est terminé. Ouais, on a dit.
Alors, il y a aussi un ouvrage qui vous a plu, c'est Madeleine de Sinetti, Une vie, a life. Tout à fait. Alors, Pour traduire Madeleine de au jeu de Sinetti, paume. voilà, pardon, j'ai dit photographe pour Thomas parce que je pensais à Madeleine, j'ai inversé le sens des deux livres. Mais Madeleine de Sinetti, elle a un parcours très intéressant. Elle fait les arts déco, elle ne fait pas les beaux-arts de Paris, elle fait les arts déco à Paris. Elle commence et puis elle découvre la photographie et ça va être son support de prédilection. Elle va travailler d'abord un peu sur la transformation des quartiers, notamment de Montparnasse. Il y a des très belles photos couleurs de Montparnasse avant les transformations. Et puis surtout, ça va être son grand œuvre. Elle part à la campagne, au fin fond de la Bretagne, dans un petit village où elle va habiter pendant 10 ans. Et ensuite, où elle va beaucoup revenir régulièrement pendant 20 ans. Et donc, elle va faire tout un travail photographique avec les gens du village, avec toutes les personnes, tous les gens qui y habitent, avec sa propre vie. Et ça va être une espèce de documentation comme ça sur la vie, un monde rural qui n'existe plus aujourd'hui et qui est redécouvert, parce qu'elle est peu connue. Hein. Moi, quelqu'un que je connaissais pas avant de découvrir ce projet d'exposition et cette monographie. Et c'est très touchant, très beau, très humain. Il y a une grande humanité dans ces images. Et aussi, c'est assez formidable de découvrir tous ces rites, ces traditions. Donc c'est une très belle photographe à découvrir et j'invite les gens à aller voir l'expo au Jeu de Paume. Très bien. Alors on va faire merci Nicolas, on va faire un saut dans le temps à présent, mais un sacré saut en arrière avec vous Thierry Maudre qui êtes libraire spécialiste dans une librairie spécialiste du livre d'art. Alors racontez-nous un petit peu pourquoi vous avez choisi de nous parler de Jacques-Louis David, Louvre Édition, cet ouvrage sur le maître de référence du néoclassicisme. Parce que je pense que c'est un des plus grands peintres de sa période. C'est lui qui a peint l'assassinat de Marat. C'est un peintre de référence. Je pense que pour le découvrir, le mieux c'est d'aller voir l'exposition au Louvre, parce que je pense que c'est difficile d'en parler en quelques instants. Voilà, je pense qu'aller le découvrir aussi dans les librairies et feuilleter le catalogue. Très bien. Dans votre librairie, on peut feuilleter comme ça, vous avez les livres à plat ? Avec plaisir. Ah. Vous avez Pardon, je vous coupe une seconde parce que c'est un point très important là. Oui. C'est que nous, vous parliez du marché, on a un petit problème, nous les éditeurs de livres d'art, c'est que les libraires qui ont des rayons de beaux livres sont une peau de chagrin. Donc je sais pas, il doit y avoir une quarantaine de libraires en France qui ont un rayon de beaux livres à l'année. Je ne parle pas des périodes de Noël qui sont un peu notre créneau. Et donc heureusement qu'on a des libraires spécialisés qui permettent d'avoir cette offre à disposition et accessible pour le public, parce que ça nous sauve. Sinon on est... Oui, il faut pouvoir les manipuler. Il faut pouvoir les voir, parce que ce qu'on ne voit pas, on ne désire pas. Je pense que ça fait partie de notre travail, c'est d'être présent avec le client. Et je pense que ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Partager. Exactement, donc merci à vous. Je suis ravi. Alors il y a un deuxième peintre qu'on trouve à plat dans votre librairie, c'est John Singer Sargent, Éblouir Paris, c'est l'exposition qui a lieu actuellement au musée d'Orsay, peut-être jusqu'en janvier, j'ai pas regardé les dates, en tout cas. Je pense que c'est un des peintres américains les plus connus, un peintre mondain, je dirais, mais pas que. Et je pense que sa peinture est d'une élégance totale. C'est un peintre qui a marqué son temps. Et pour le saisir, je crois que la meilleure solution, je vais me répéter, c'est d'aller découvrir ou le catalogue ou l'exposition. Parce que je pense que les mots peuvent aider, je peux partager des mots, mais je pense que le mieux, c'est d'aller découvrir. C'est comme ça qu'on apprécie le mieux. Bien sûr, mais si on habite très loin, effectivement, il y a le livre. Eh bien, on peut commander le livre et puis il y a certainement des vidéos qui existent sur l'exposition. Très bien. On reste, j'ai envie de dire, un petit peu musée d'Orsay quand même, avec Pompon, parce que tout le monde connaît son ours. C'est l'œuvre complète chez Normand Édition. Oui, alors nous, on aime beaucoup les monographies d'artistes. Ouais. Là, en effet, depuis une trentaine d'années, il n'y avait plus eu d'ouvrage autour de François Pompon. Il y avait une sorte de vide comme ça. C'est ça aussi qui est formidable dans notre métier, c'est de pouvoir pallier à ces vides artistiques par moment. Donc, on a travaillé pendant assez longtemps avec Liliane Collas, qui est vraiment l'experte de François Pompon. François Pompon, j'ai envie de dire, tout le monde le connaît, même si on ne connaît pas son nom. C'est un sculpteur bourguignon qui a pendant longtemps travaillé plutôt dans les ateliers. Il a été l'élève, ou en tout cas il a travaillé avec Rodin par exemple. Il a commencé avec les sculptures de portraits. Et puis il s'est découvert une passion pour la sculpture animalière. Et
en réalité, tout le monde connaît. Vous parliez de l'ours blanc, qui est vraiment la figure emblématique de Pompon, alors qu'il l'a fait extrêmement tard. Il avait 67 ans et aujourd'hui, c'est vrai que c'est je dirais le goodies qu'on retrouve le plus dans les musées. Tout le monde peut acheter sa petite sculpture de l'ours blanc. Mais donc, il n'y avait pas d'ouvrage vraiment de référence. Nous, on aime beaucoup faire des ouvrages de référence aux éditions Norma. Et cet ouvrage est constitué à la fois d'une biographie très, très illustrée au départ pour que, justement, ce soit un livre assez, je ne vais pas dire glamour, c'est un peu ridicule, mais bon, c'est quand même l'idée. Et ensuite, d'avoir le répertoire de l'œuvre complète, donc toutes les œuvres que François Pompon a pu sculpter. Et donc c'est un ouvrage très, très richement illustré qui montre l'harmonie des contours, la pureté de sa sculpture, qui était à la fois très réaliste et très épurée. Donc voilà. Bravo, c'est vrai qu'on connaît tous l'ours, mais mal l'homme derrière l'ours. Il y a des canards, il y a beaucoup d'autres animaux, des cochons, des pélicans. C'est vraiment ça, exactement. Mais oui, c'est le sculpteur... D'aller dans des lieux, dans des fermes, dans des zoos. Enfin, il a vraiment été... Une vraie passion. Alors, on va rester dans la nature avec vous, Thierry, puisque vous tenez le micro. Allons-y. Pekka Alonen, un hymne à la Finlande, Paris Musée. Donc, on va directement en Finlande, chez un peintre qui n'est peut-être pas le plus connu, parce que moi, je l'ai découvert. Alors, effectivement, on peut parler d'Edelfelt, qui a déjà eu une rétrospective il y a quelques années à Paris. Et il se trouve qu'hier, j'ai été voir l'exposition, et c'est une vraie découverte et un vrai un vrai moment de bonheur. Il a habité pratiquement toute sa vie à 30 km d'Helsinki. Il s'est fait construire une maison où il vivait avec sa femme et ses 8 enfants. Et en fait, il peint à merveille, il décrit à merveille la neige principalement, mais aussi toutes les saisons en Finlande. Donc je pense que c'est vraiment très important d'aller voir l'exposition parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas tellement en France, la peinture du nord de l'Europe. Donc je vais conclure comme ce que je fais d'habitude. Venez voir le livre ou allez voir l'exposition. C'est bien, ça va être... Je rebondis sur ce que dit Thierry, parce que j'ai aussi vu cette exposition et je suis allée en Laponie, et la lumière des tableaux est extraordinaire. Et donc, effectivement, si vous ne pouvez pas aller voir l'exposition, franchement, ça vaut le coup d'acheter l'ouvrage, parce que c'est très... La lumière du Nord, en fait, on n'a pas l'habitude de ça. Très différente, un cadrage différent. Bon, je ne vais pas en parler... Non, mais oui, mais la neige est bleue, en général, dans la peinture finlandaise. Et il y a un petit truc amusant, c'est qu'au-dessus des tableaux, ils ont mis des petits noms pour donner des noms à la neige. Il y a la neige avant, il y a la neige après, il y a la neige pendant, et à chaque fois, c'est un nom différent. Vous pourriez nous parler un peu le finlandais, le finnois, pardon ? Pas du tout. Pas du tout ? Non, personne, je crois. C'est très difficile. Question piégeuse. Virginie, vous avez choisi de défendre Paroles d'artistes femmes chez La Martinière, 1869-1939. Alors, la période est précise et courte. Tout à fait, absolument. Donc, que dire ? Donc, c'est un ouvrage déjà que j'aime beaucoup parce qu'il est très pratique. Il a un format qui est très agréable. Il est rose, comme les femmes, et je trouve que on n'ose jamais les couvertures roses, et pourtant c'est vraiment très joli. Non, sans rigoler, en réalité, c'est un ouvrage qui est nécessaire, qui comporte des correspondances, des journaux, des mémoires, des entretiens, des manifestes, des essais théoriques. Ça réunit une quarantaine de créatrices actives, donc à partir de la Belle Époque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, au début de la Seconde Guerre mondiale, avec des femmes célèbres ou moins célèbres. On passe de Berthe Morisot à Nina Hamnet, Camille Claudel, Sarah Bernard. C'est très très dense, c'est absolument passionnant. Alors je sais qu'on parle beaucoup en ce moment des artistes femmes, mais c'est un ouvrage qui est très riche et qui vaut le coup. Très bien. Vraiment intéressant. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je vais mentionner ceux dont on n'aura pas le temps de parler pour ces monographies, ces portraits et trajectoires. Nous avions Sonia Stein-Tapir, Une vie intranquille, Beaux-Arts de Paris. Donc, c'est la première monographie aussi d'un destin tourmenté, basé sur l'exil. Nous avions également, que je ne me trompe pas, au jeu de paume, Luc Delahaye, catalogue raisonné 2001-2025, c'est 25 ans d'œuvres photographiques.
Nous avions également Georges Jouve chez Norma, c'est chez vous encore, monographie, Toujours, comme on vous adore, les je vous aimez, disais. consacrée au génial céramiste dont les formes noires et modernes ont marqué le design français. Nous avions Jean-Baptiste Greuze, L'enfance en lumière, Paris Musée, une plongée dans les portraits sensibles et humanistes d'un des plus grands peintres du XVIIIe. Et je crois que j'ai oublié personne, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais vous ne m'en voudrez pas. Donc pour parler un petit peu de marché de beaux livres, est-ce que ça se maintient? Moi je me demande toujours, chez Livre Hebdo, la spécialité c'est quand même d'aller taquiner les statistiques. Là je ne suis pas allée voir parce que je me dis que peut-être que vous avez une idée. Est-ce que c'est... En fait c'est tellement... ça fait partie du patrimoine, on a ça sur la table du salon, on pense que ça ne va jamais bouger. Est-ce que c'est le cas? Alors, je pense que les choses ont bougé, les choses ont évolué, et les choses ont évolué dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le livre d'art est quand même plus festif. Je reprends certains ouvrages qui étaient publiés par des éditeurs dans les années 70-80, avec beaucoup de noir et blanc. Aujourd'hui, tout ce qui peut me concerner, moi, dans ma niche, c'est de la couleur. C'est plus distrayant. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement pour un public de spécialistes, comme le catalogue raisonné de Pompon dont Virginie vient de parler. On peut acheter ce livre-là, même si on n'a pas besoin du catalogue raisonné, puisqu'il y a une biographie, puisque c'est très illustré et c'est très abordable. C'est-à-dire que c'est pas un ouvrage scientifique, c'est un ouvrage scientifique, oui, mais c'est aussi, comment dirais-je, assez accessible pour les gens qui aiment la sculpture et principalement la sculpture animalière. Donc je pense que oui, les éditeurs font des efforts pour rendre les choses plus digestes et plus faciles d'accès. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce prix. En fait, j'aime le livre d'art aussi. On essaye vraiment de transmettre quelque chose au public, c'est-à-dire de moderniser le livre d'art qui, pendant très longtemps, est apparu comme assez... pas ennuyeux, mais un peu classique en tout cas. Et du coup, nous, on essaye au quotidien de moderniser tout ça, de dynamiser le secteur, de montrer ça aux plus jeunes. Moi, j'ai des enfants, ils voient ça sur la table de notre salon toute la journée. Et bien, ce sont des petites graines comme ça qu'on essaie de planter. J'aime le livre d'art, comme le disait Antoine tout à l'heure. On a créé une page Instagram pour pouvoir présenter les livres, présenter les éditeurs, les auteurs, les libraires, enfin avec tous ces merveilleux systèmes actuels que sont les petites vidéos, les petits habillages comme ça. Mais c'est important en fait de faire évoluer la vision, en tout cas que les gens peuvent avoir du livre illustré, beaux-arts, qui pouvait avant être rangé dans les bibliothèques des grands-parents. Nous, on essaye de changer ça et je pense que tous les éditeurs de livres d'art ont ça à l'esprit. Alors, si je peux intervenir juste un instant, la preuve en est, c'est que ma clientèle a rajeuni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Voilà une bonne nouvelle. Pardon ? Voilà une très bonne nouvelle. Et ça, c'est très intéressant. Alors, est-ce que c'est parce que Instagram, est-ce que c'est parce que les moyens de communication diffusent mieux l'idée du livre d'art ? Peut-être. Mais en attendant, aujourd'hui, j'ai une clientèle entre 25 et 40 ans ou 50 ans, alors que j'avais plutôt une clientèle de 60 et au-delà. C'est vrai que en tout cas, le livre d'art se prête aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de visuels, c'est une chance pour nous. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est retrouvé assez en pole position pour pouvoir communiquer. Donc je pense que ça a un vrai impact sur les jeunes générations. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour nous aussi. Et après, dans les évolutions du marché, moi, je voulais juste souligner... qu'on a un peu de mal à exister face aux catalogues d'exposition, en fait, qui sont des rouleaux compresseurs en com, puisqu'ils ont des budgets colossaux, et donc ça trust toutes les meilleures ventes. Si vous aviez regardé les statistiques, vous verriez qu'il n'y a que des catalogues d'expo dans toutes les meilleures ventes, ce qui est un peu triste. Ça veut dire quoi, il y a des beaux catalogues, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais simplement c'est difficile de publier des beaux livres aujourd'hui en dehors des catalogues d'expo. Donc on se bat pour ça, mais on essaye aussi de mobiliser, c'est l'idée du prix, hein, bien sûr, et c'est aussi de mobiliser les journalistes. Parce qu'on aimerait bien que le beau livre, ça ne soit pas que dans les listes de beaux livres de Noël, quoi. C'est un peu ça, ou les catalogues d'expo. Donc on a un peu de mal à exister face à ça. Alors à ce sujet-là, pourquoi toujours sortir les livres de Beaux-Arts entre septembre et décembre, alors qu'on pourrait les lisser et puis peut-être les faire sortir tout au long de l'année? Alors, on avait essayé avec le mai du livre d'art pour essayer de désaisonnaliser, mais en fait ça n'a jamais pris, parce que nous, notre problème, quand on a un libraire généraliste face à nous et non un libraire spécialisé, c'est que si on lui propose un beau livre en dehors des mois d'octobre et novembre, c'est niette.
C'est-à-dire qu'ils vont peut-être en prendre un et encore. Donc c'est un problème commercial. C'est-à-dire que la case beau livre, c'est Noël. Donc en librairie, malheureusement, on a beaucoup de mal à sortir de cette case-là, sauf avec un événement, un anniversaire ou quelque chose. Mais franchement, en dehors de ça, on essaye, on rêve tous de pouvoir avoir la chance d'être plus étalé dans l'année. Mais c'est aussi lié au fait qu'il y a peu de librairies qui ont un rayon Beaux-Arts. Donc en fait, et ça mobilise. Je suis dans une niche et parfois je c'est réalise ça, pas à quel point problème. c'est difficile pour vous, éditeurs. Voilà. Mais on essaye de lisser, hein. Je rejoins tout à fait ce que vous dites. On essaye de lisser sur l'année les sorties d'ouvrages et on essaye également d'inverser un peu la tendance. C'est-à-dire que quand nous, on a un sujet dont on s'empare pour un livre, on essaye de convaincre les auteurs ou les personnes qui gravitent autour, qui peuvent nous soutenir aussi économiquement pour la création d'un livre, à créer une exposition, justement, en effet, de faire voilà, les choses dans le sens inverse, pour qu'il y ait, en effet, pour les journalistes, un sujet. Parce que ça rejoint aussi ce qu'on disait au départ. C'est-à-dire qu'il y a tellement de sorties d'ouvrages que les journalistes, il faut bien qu'ils sélectionnent à un moment donné par rapport à des périodes anniversaires, des événements plus globaux que uniquement une sortie d'ouvrage. Donc nous, on essaye toujours de coller à une actualité. En tout cas, si c'est pas une exposition, c'est l'univers du bronze. Voilà, par exemple, pour le pompon, pour en revenir toujours à ce fantastique ouvrage, on avait donc cet ouvrage en préparation et on a discuté avec la galerie Univers du bronze qui est donc spécialisée dans les bronzes animaliers pour que, eux, au moment de la sortie de l'ouvrage, puissent créer une exposition assez inédite d'ailleurs parce qu'ils ont réussi à rassembler beaucoup de sculptures de pompons d'époque en un temps record, et donc on a réussi à créer un événement, on a organisé la signature là-bas, donc on peut pas le faire à chaque fois, mais on essaye au maximum de faire ça. Ça fonctionne aussi avec les maisons de vente, ça fonctionne avec les galeries, ça peut fonctionner avec des institutions, enfin voilà, on essaye de créer de l'événement au maximum, parce qu'en effet, sinon on est un peu cantonné à cette période de fête, et c'est aussi parce que le livre d'art est un livre qui vaut plus cher à l'achat que d'autres ouvrages et que c'est assez propice aux cadeaux de fin d'année aussi. Mais bon, voilà, après c'est vrai que le coût ça cache aussi une réalité, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le métier de libraire est compliqué, c'est vraiment un métier avec des marges très très faibles et le beau livre mobilise de la trésorerie, donc on est conscient aussi du problème. Donc je pense que l'idée, c'est pas d'accabler les libraires et de se dire, voilà, pourquoi ils ne commandent pas des livres. C'est plutôt de prendre le problème à l'inverse, effectivement, et c'est de créer de l'événement. Voilà. Donc je pense que ça, c'est le secret pour essayer de faire évoluer la case beau livre. Voilà. Très bien. On va partir un peu en promenade avec un troisième volet qui nous emmène sur les territoires, à la chasse aux paysages et j'ai envie de dire géographie un peu sensible. Ces lieux qui inspirent ou en tout cas marquent les artistes. C'est vous, Antoine Grund, qui allez nous en parler. Monsieur le Président, vous avez choisi Cézanne et Aix-en-Provence, évidemment, au Beaux-Arts Éditions. C'est un peu une année anniversaire. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette thématique, c'est que le premier titre dont on parle, là, donc, c'est un livre sur Cézanne. On peut se dire que tout le monde connaît Cézanne, ou plus ou moins, enfin, ou qu'on croit le connaître, et qu'il aurait pu se trouver dans la première thématique, celle des monographies. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on entre dans Cézanne par les lieux. Donc on va parler de l'esprit des lieux et du lien très fort qui unissait Cézanne au pays d'Aix, encore plus précisément qu'à la Provence. Voilà, c'est chez Beaux-Arts Éditions et c'est très beau. Très bien, merci. Une autre facette, un autre peintre. Thierry, c'est vous qui allez nous en parler, c'est Monet voyageur, parce que Monet, on l'associe absolument à la France, alors qu'il est allé se balader un peu partout en Europe, et c'est aux éditions Duchesne, vers de nouveaux motifs. Oui, c'est une manière de voyager à travers l'Europe et à travers sa peinture. On est en Normandie, mais on est aussi en Angleterre et dans d'autres pays. Voilà. Très bien, une facette... Un livre merveilleux et plein de bonheur. Ouais. Et un Monet méconnu finalement, voilà, aux éditions Duchesne. On reste un peu, oui, là on voyait Sainte-Adresse, on va rester du côté de la mer, on part à Ouessant, Molène, Bréa, Watt. C'est chez, je ne sais pas si on dit Watt ou Wa, je ne sais jamais. Je crois qu'on dit Watt. Watt. Alors j'ai bien dit. C'est chez Bernard Chauveau Éditions et vous allez nous en parler, Monsieur le Président. Oui, je vous en prie. Je vais devenir encore plus rouge. Oui, c'est un très très beau
très beau livre. C'est d'abord alors là aussi, on est dans l'esprit des lieux, mais cette fois, c'est à travers la photographie. C'est un livre de photographie de Bernard Plossu, qui est un des très grands photographes français, héritier d'une école. Peut-être, je sais que l'éditeur Bernard Chauveau dit que c'est un des derniers représentants de cette école de photographie française. Et donc, il est allé sur ces 4 îles qui sont des lieux un peu hors du temps, presque suspendus. Ouessant, qui est sans doute la plus connue, dont on sait que c'est le bout du bout. Et puis Molène, pas très loin d'Ouessant, et Bréa au nord, sur la côte nord, et Watt dans le Morbihan. Les photographies sont accompagnées de textes de Gwenaël Aboulivier. Voilà, c'est chez Bernard Chauveau. Très bien. On reste côté photo avec vous si vous voulez, mais on va aller plus haut, sous les toits sous les toits des cathédrales, les charpentes, les combles. C'est aux éditions du Patrimoine. C'est un regard vraiment inédit sur ces colosses. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a plu ? C'est étrange de se pencher sur ce qu'on ne voit pas. Alors, ce qui me plaît d'abord dans ce livre, c'est que c'est nous qui l'avons édité. Et donc, je ne suis pas forcément totalement objectif. Ce qui était passionnant dans ce projet, c'est qu'en effet, on y propose un voyage dans des lieux qui sont inaccessibles au public, qui sont fermés par nature, et pour des raisons essentiellement de sécurité. Le projet est né au lendemain du tragique incendie de Notre-Dame de Paris, qui a provoqué qui a poussé le ministère de la Culture à mettre au point un plan de sécurité des cathédrales. Et parmi les mesures prises, il y a celle de cloisonner les charpentes et les combles de cathédrales pour éviter la propagation du feu. Et donc ça voulait dire que dans un avenir assez proche, on ne verrait plus jamais ces immenses nefs, ces forêts, comme on a pu le dire pour Notre-Dame. Et donc est venue l'idée d'une grande campagne photographique, et finalement ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé, presque depuis la mission héliographique qui au 19e a fait l'inventaire de toutes les richesses patrimoniales de la France. Donc l'État a lancé un appel d'offres. Ce sont 8 photographes qui ont été sélectionnés et qui ont sillonné la France. Et donc ce livre montre leurs photos à la fois sous un angle extrêmement scientifique et technique. Donc il y avait un cahier des charges pour ces prises de vue. On a donc au début de l'ouvrage des textes de spécialistes de la charpente. Les charpentes dont on sait peu qu'elles sont en bois, ça c'est le plus connu, mais qu'elles sont aussi en métal. À Chartres par exemple, la cathédrale de Chartres a une charpente métallique, celle de la cathédrale basilique de Saint-Denis aussi. Et puis aussi en béton parfois, la cathédrale de Reims par exemple a une charpente en béton. Et donc voilà, il y a aussi un regard très artistique sur ces sortes de paysages, parce qu'on peut vraiment parler de paysages dans ce livre. Voilà. Très bien, c'est donc le moment de voir, on a envie de dire le dessous des toits des cathédrales, même si ça paraît un petit peu compliqué. Les livres dont on n'a pas parlé donc sur ce chapitre des territoires et des paysages, je vais les mentionner. Nous avons Beaux-Arts Éditions Nice, du rivage à la mer, qui est un voyage vraiment historique, qui montre comment Nice n'a jamais cessé de se réinventer. Et puis Animal, point d'exclamation, point d'interrogation, du fonds Hélène et Édouard Leclerc, qui est un parcours qui interroge la présentation de l'animal entre symboles imaginaires et les mutations contemporaines. Pour clore ce chapitre, j'ai envie de vous poser, je vous laisse la parole parce que j'aimerais savoir pour ce prix des beaux livres, comment vous procédez à la sélection. Tout le monde, c'est toujours un mystère. De combien on parle au départ et qui choisit ? Alors il y a une suite de sélections, mais en fait la sélection finale, elle est faite, comme on l'a dit, par des libraires qui vont désigner les lauréats. La façon dont est constitué le catalogue, c'est plutôt sur la base du volontariat, et chaque maison va choisir de présenter 2 titres parmi sa production. Alors certaines maisons comme Diane de Sellier, dont on a parlé, publient très peu, et c'est un choix délibéré de leur part. D'autres publient beaucoup plus, mais le choix difficile qui est proposé, c'est que chacun n'en propose que 2. Ça, c'est dur.
C'est radical. Allez, on ouvre un quatrième manche, cette fois on va parler de modernité, on va parler de révolution du regard, on va parler d'avant-garde et de bascules esthétiques. On va commencer avec vous, Virginie. Vous avez le micro avec Impression Nabi, Bonnard Vuillard, Denis Vallotton, c'est aux éditions de la BNF. Oui, alors j'ai choisi de parler de cet ouvrage parce que j'aime beaucoup les ouvrages des éditions de la BNF, que je trouve toujours vraiment très pointus. Là aussi, on parlait des ouvrages de référence, c'est toujours très fouillé, très recherché. Donc, en l'occurrence, cet ouvrage accompagne une exposition qui a lieu jusqu'au 8 mars prochain. Impression Nabi. Alors, les Nabis, on les connaît souvent donc, dans leur peinture, bien sûr, de Bonnard à Vuillard, Denis, Vallotton. Donc là, d'ailleurs, ce sont les 4 dont on parle, qui étaient liés donc, c'est une communauté d'artistes extrêmement proches, qui sont vraiment liés par une grande amitié. Mais on sait moins qu'ils ont également révolutionné l'estampe à la fin du 19e siècle. Donc, c'est ce qu'on peut découvrir dans cette exposition. Ils vont, sur une dizaine d'années, comme ça, écrire une très belle page de l'histoire de l'estampe originale. Et on voit qu'ils créent des estampes artistiques, mais qui fonctionnent aussi sur des affiches. Ils illustrent des revues, ils illustrent des livres, ils illustrent des programmes de spectacles, des partitions de musique, des objets d'art décoratifs. Enfin, c'est vraiment passionnant. On connaît beaucoup moins cette approche des Nabis. Donc là encore, comme le disait Thierry, bien sûr, il faut aller voir l'exposition, mais je trouve que l'ouvrage et les ouvrages de la BNF sont toujours vraiment très bien construits. Très bien, on peut effectivement faire les deux. Je suis allée voir la date, c'est jusqu'au 11 janvier. On a le temps d'aller à la BNF. Thierry, c'est à votre tour. Vous allez nous parler de Kandinsky, la musique des couleurs, édité par le Centre Pompidou, qui n'ouvrira que maintenant en 2030. Donc, l'exposition est à la Philharmonie de Paris pour parler de Kandinsky et la musique. En fait, de nombreux peintres étaient souvent mélomanes. Kandinsky était violoniste, donc il a un rapport très précis avec les notes. Et en fait, on retrouve beaucoup de similitudes entre la peinture et la musique. Paul Klee est un autre exemple. Donc, je pense qu'il y a un petit tour à la Philharmonie pour apprécier Kandinsky et la musique sera agréable pour tout le monde. Oui, c'est malin d'associer la Philharmonie à un peintre, il faut le dire. Voilà. Et nous avons également, c'est à vous Nicolas, le tour de nous parler de Monet. Alors on aurait pu, le mettre aussi dans une monographie, mais pas du tout. Parce que là on est par-delà l'horizon, c'est édition Azan. Et là c'est vraiment une relecture de son parcours, et justement de montrer à quel point il est moderne et à quel point il fait la rupture. Alors c'est vrai qu'on peut mettre Monet dans toutes les catégories, et souvent il peut gagner. Alors je dirais que ce livre a une qualité première, pour un beau livre, c'est qu'il est beau. Donc parce que on a parlé du marché, de ce qu'on essaye de faire, mais c'est vrai que pour moi, le beau livre a un futur, a un destin si on essaye de faire des beaux ouvrages, de travailler sur l'iconographie, l'impression, le choix des matériaux, être original, etc. Parce qu'on se bat contre évidemment Internet qui est notre principal concurrent, mais donc c'est de proposer des ouvrages si possible inédits, de montrer des choses inédites et surtout des beaux objets. Et donc je reviens à Monet, je parle de cette qualité-là parce que d'abord la couverture est imprimée sur une vraie toile, donc c'est un tableau imprimé sur une toile, je trouve ça très beau. Et puis la qualité des représentations, des reproductions est vraiment magnifique. Alors c'est pas une monographie, ce qui est intéressant parce qu'il y a des centaines de livres sur Monet, je pense qu'il y en a chaque année, il doit y en sortir au moins 4 ou 5. Ce qui est intéressant là, outre l'objet lui-même, c'est le travail de Marianne Mathieu, qui est historienne de l'art et qui vraiment s'est intéressée au parcours, aux 3 étapes de la vie de Monet. C'est comment un artiste évolue, et Monet a beaucoup évolué. D'abord le pré-impressionnisme, ensuite il devient le monstre de l'impressionnisme, et comment cet homme qui a peint quand même pendant 70 ans non-stop, c'est-à-dire qu'il a dû commencer à 15 ou 16 ans et ensuite il ne s'est jamais arrêté jusqu'au bout. Alors on connaît ces images où on voit qu'il se scotchait des pinceaux au bout des doigts. Comment cet homme a fini, lui, le grand maître de l'impressionnisme, par se consacrer à un seul sujet qui sont ses nymphéas.
Et pour une fois, c'est moi qui vais inviter les auditeurs à voir l'exposition. Pas l'exposition, mais on a la chance à Paris de pouvoir aller à l'Orangerie, voir les Nymphéas, qui est quand même des œuvres les plus sublimes qui existent. Et c'est très intéressant dans ce livre, c'est comment cette espèce d'immense génie qu'est Monet va finir par se focaliser sur un sujet. Voilà. Donc je trouvais ça très original. C'est dû aussi au changement de sa vue, je pense. Aussi, aussi qui est à voir les choses un peu. Exactement, et qui se trouble. Voilà, trouble. Et donc il a choisi un sujet qui correspondait à l'évolution de sa vue. Et donc c'est une espèce de, vous avez raison, qui est à la fois un goût pour ces couleurs-là, un lieu, puisqu'il avait créé lui-même ce lieu-là, et puis cette passion pour ces couleurs changeantes. Voilà. Très bien. Alors, un musée à Paris, Giverny, qui doit rouvrir maintenant en avril, je pense. Giverny ou l'Orangerie. C'est au choix. L'hiver, l'Orangerie, et l'été, Giverny. Je vais mentionner les ouvrages dont on n'a pas le temps, hélas, de développer le contenu, mais tout aussi riche. Nous avons aux éditions Azan, alors là, pareil pour l'accent, vous ne m'en voudrez pas, Ito Jakushu, je ne sais pas, La nature enchantée. Là, je suis très mauvaise en japonais. Donc, une immersion dans son univers absolument flamboyant, ça c'est certain, et qui magnifie le vivant, avec une minutie et spiritualité. Enfin voilà, très bel ouvrage. Dans le flou, c'est une autre vision de l'art de 1945 à nos jours, au musée d'Orsay également. C'est une relecture de la photographie floue, ça aurait plu à Monet. Comme geste artistique et expérimentation, Thierry, on vous rejoint. Dessin sans limite ensuite, chef-d'œuvre de la collection du Centre Pompidou, édition Centre Pompidou, panorama sur la façon dont le dessin est devenu en fait un territoire d'expérimentation à partir du XXe siècle et XXIe siècle. Et Soulage, une autre lumière, peinture sur papier, Grand Palais RMN édition, évidemment, beaucoup de noir, vous vous en doutez, et beaucoup de lumière. Voilà pour les ruptures artistiques. On va embrayer sans plus attendre sur le dernier volet. C'est le patrimoine, on va parler de patrimoine, des institutions et de culture matérielle. Eh bien, qui commence ? Faux et faussaire. C'est vous, Antoine Grund. Du Moyen-Âge à nos jours, Grand Palais, RMN édition. Oui, absolument. C'est un livre que j'ai découvert donc, dans la sélection assez récemment, dont le sujet m'a intéressé. J'aime bien cette façon de rentrer dans un livre d'images, puisqu'on disait tout à l'heure qu'on faisait des livres d'images et que c'est sans doute une des raisons qui font que le livre d'art et le beau livre n'a jamais été moins ringard qu'aujourd'hui. C'est que on a la chance de le faire vivre dans une société de l'image. Bref, et donc de rentrer dans cette histoire, une histoire sociale autour du faux et des faussaires. Donc c'est un grand parcours historique qui montre de quelle manière, très vite, dès lors qu'il y a eu de la création, il y a eu aussi de l'imitation et du faux et de la contrefaçon. Et puis, in fine, c'est une façon aussi de rappeler que ce qui permet de démêler le vrai du faux, c'est l'esprit critique, c'est la lecture critique, c'est la façon dont on regarde des images et qu'à force d'en regarder, on les discerne. J'avais envie de mettre une petite mention sur la couverture que je crois on voit aussi à l'écran, qui reprend des codes de la presse, presque la presse à scandale, ou ou des romans policiers. Ouais, c'est le masque. Il y a un code, exactement, il y a un code très comme ça, un peu marqué. Et je trouve que voilà, la maquette et la couverture et la maquette sont particulièrement réussies. Absolument. Et on va rester dans cet univers un peu pop de couverture avec vous, Nicolas. Les épopées graphiques, BD, comics, manga, et c'est au fond Hélène et Édouard Leclerc. Que nous vaut ce choix ? Ce choix, c'est que c'est un peu... Moi, je suis venu à la littérature par la bande dessinée. Je rentrais de l'école et j'allais au sous-sol, je me souviens de la une, et je passais des heures à regarder des bandes dessinées. Il faut se rappeler que la bande dessinée, c'était un peu le parent pauvre de l'édition. C'était pas très... de lire des BD, il y a même des familles où c'était interdit. Et donc là, depuis, évidemment, s'est créé un marché extraordinaire. On s'est rendu compte de la richesse et du talent de tous ces grands artistes. Puis des galeries se sont créées, et puis des grands collectionneurs s'y sont mis. Donc vraiment,
je trouve que Michel-Édouard Leclerc et son épouse ont œuvré aussi pour la reconnaissance de cette œuvre-là, et on se rend compte des trésors qu'ils ont pu collecter au fil des décennies. Donc ça a été d'abord très malin de leur part, parce qu'aujourd'hui, ces planches originales valent des fortunes. Donc c'est un bon choix de collectionneur, mais pour eux, franchement, c'est un vrai choix, un vrai goût, à l'époque où finalement peu de gens s'intéressaient aux originaux de la BD. Et cet ensemble, ce trésor, finalement, raconte aussi une histoire mondiale de la bande dessinée à travers, depuis les comics américains jusqu'au manga. Donc c'est une vraie bible pour tous les amateurs de BD. Voilà, avec plein d'étapes différentes, plein d'interviews aussi des illustrateurs, des auteurs, des grands artistes. Donc j'ai trouvé que c'était très bonne idée de publier cet ouvrage. Voilà, ça sera un beau cadeau pour tous les amateurs de bande dessinée et plus. Et on reste peut-être définitivement dans la pop culture avec un deuxième ouvrage que vous avez sélectionné dans ce volet, c'est Mema Ganda chez JBE Book. Oui, alors c'est un peu un clin d'œil et ça permet de rebondir sur ce qu'on se disait tout à l'heure, les jeunes générations. C'est qui eût cru qu'un beau livre pourrait devenir l'espèce de monographie sur les mèmes. Donc ces mèmes, c'est ces images un peu drôles que les gens s'envoient sur les réseaux et donc là on a ce mémeur, comme on les appelle, français, qui est le premier à avoir été un mémeur, qui s'appelle Yugnat 999, mais en fait c'est Tanguy et 666 inversé, qui a été le premier à en faire. Il a plus de 600 000 abonnés aujourd'hui. Et je trouve que c'est une idée assez maligne de lui demander, lui, de choisir et de faire le premier musée idéal du mème sur ces choses extrêmement périssables que sont les mèmes. Et donc c'est un petit pied de nez et ça permet de montrer que le beau livre, c'est aussi... face à tout ce qu'on reçoit tous les jours et qui part aussi vite qu'ils arrivent, finalement le beau livre c'est ce qui reste. Et moi qui travaille avec beaucoup d'artistes de street art qui sont très puissants sur les réseaux sociaux, ils ont un intérêt extraordinaire pour le livre parce qu'ils savent que ce qui va rester, des œuvres qui vieillissent, qui partent très vite dans la rue, ça va être des livres dans les librairies et voilà. Donc je trouve que là on a un peu un bon exemple de ce que peut être aussi une bonne idée en beau livre et sur des sujets sur lesquels on n'attendait pas. Donc je trouvais que c'était un joli cadeau, facile et sympathique et très réjouissant et rigolo. Voilà. Ouais, très maintenant, comme on dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça peut faire venir ensuite les jeunes lecteurs à d'autres livres plus sérieux, voilà. Donc c'est très bien. Voilà. C'est un enjeu de faire venir les jeunes. Ouais, moi livre, l'enjeu c'est de les faire lire. Je sais pas, moi j'ai des filles, c'est de les décrocher du téléphone et d'essayer de les faire lire. Et moi j'ai je ne juge pas du tout tout ce qui peut être lu et je trouve bien. Si on trouve un plaisir à lire, quel que soit le sujet, quelle que soit la forme, je trouve que c'est très bien parce que plus on lit, plus on a envie de lire. Et moi, mon seul conseil dans ce cas-là aux jeunes qui commencent, c'est que si le livre te plaît pas, tu le changes. Voilà, tandis que tu commences un autre pour pas être, pour avoir toujours avoir le goût et l'envie. Donc oui, c'est important de mettre des livres dans les mains des jeunes générations, tout à fait. Et on voit que ça marche, quand on le fait, on voit que ça marche. Absolument. Et on va rester sur cette idée de butinage avec vous, Thierry, puisque vous avez choisi les papillons. Explorer, je sais qu'ils butinent pas tout à fait, mais enfin, ils vont de fleur en fleur quand même. Alors c'est un livre qui a été publié chez Phaidon, qui est un éditeur avec lequel je travaille beaucoup, et qui ont généralement une présentation assez chaleureuse, assez vive, comme vous pouvez le voir à travers ce magnifique papillon. Papillon qui a influencé beaucoup d'artistes à travers les âges. Donc c'est une manière de naviguer dans l'édition, de naviguer dans le cinéma, de naviguer dans différents secteurs à travers l'idée du papillon. Donc c'est un livre à butiner. Très bien. On prend encore plus de hauteur avec vous, Antoine. Atlas de l'espace, une cartographie de l'univers du Big Bang au futur, chez Sophia Éditions. Alors, c'est une cartographie absolument spectaculaire. C'est très spectaculaire. Ça illustre aussi, je crois, la grande diversité de la sélection de ce catalogue et l'ouverture qui est illustrée par notre groupe d'éditeurs au syndicat de l'édition, qu'on a, je crois, relativement récemment renommé Art et Beau Livre, parce qu'on sentait bien que dans l'expression art, il y avait peut-être quelque chose qui enfermait, dont beaucoup d'entre nous s'étaient déjà affranchis.
Et je crois qu'on a tout intérêt, nous, et les lecteurs et les libraires, à ouvrir le plus possible. Voilà, et donc cet atlas de l'espace est en effet proposé dans notre catalogue J'aime le livre d'art. C'est un vrai livre d'art, même s'il est évidemment très scientifique et très technique. L'auteur a été pendant des années l'historien en chef de la NASA, plutôt bien placé a priori pour parler du sujet. Et il nous propose un voyage tout à fait fascinant, qui envisage évidemment même l'espace comme un lieu de vie possible, futur. Très bien, moi je trouve que c'est magnifique. On ne sait pas qui a fait ces œuvres d'art, mais bravo. Alors, on va retourner sur Terre quand même avec vous, et puis c'est pas tout à fait sur les cathédrales, mais pas loin. C'est un essai sur les contingences de l'architecture, et le titre c'est Ça dépend, j'aime beaucoup. Édition de la Villette. Oui. Là aussi, on a l'impression de faire un peu le grand écart entre le livre précédent et celui-ci. Jeremy Till, c'est un des grands architectes britanniques de notre époque, qui a dirigé une école prestigieuse à Londres, la Central St. Martin's, et qui est toujours professeur, je crois, et dont les textes sont, il me semble, enfin c'est ce que signalaient les éditions de la Villette, puisque ce sont eux qui publient ce livre. Les textes de Jeremy Till sont peu disponibles en français. Et ce texte-ci, Ça dépend, j'ai oublié le titre original, peut-être It Depends, fait partie de ses œuvres principales. Et en effet, je crois que avec un humour très typiquement britannique et une ironie assez caractéristique, il cherche à faire descendre un peu l'architecte de son piédestal, en particulier une population dont on a souvent beaucoup parlé, les starchitectes, et qui rappelle que voilà, un projet architectural, ça dépend. Ça dépend d'un tas de choses, d'un tas de contingences et d'un tas d'imprévus. Il y a une référence aussi à la fameuse expression « less is more ». Et ici, et ça m'échappe maintenant, mais il y a quelque chose à la place de « less », on parle de « mess ». Et donc ça en dit long sur ce à quoi l'architecte doit faire face. Merci beaucoup. Donc je vous propose de continuer avec les autres livres qui sont en lice, n'est-ce pas, pour ce prix. Il y a Le Palais Garnier, 150 ans d'un théâtre mythique à la BNF édition, donc une plongée dans la légende et les coulisses du monument iconique que tout le monde connaît, mais finalement pas si bien. Un autre qui, moi, me plaît beaucoup, Trésors et secrets d'écriture aux éditions du Patrimoine. C'est un voyage à travers les manuscrits de la BNF qui relie l'histoire de l'écriture, enfin en gros du Moyen-Âge à nos jours. C'est une coédition avec les éditions de la BNF. On ne l'avait pas précisé, très mais bien. C'est important. Alors c'est plus compréhensible comme ça. Nous avons l'Aventure Notre-Dame, création du mobilier et des objets liturgiques chez Bernard Chauveau, édition, à nouveau, pareil sur le récit intime de tout ce mobilier qui sert aux messes, n'est-ce pas, raconté par son designer Guillaume Bardet. Nous avons également Louvre Couture, objets d'art, objets de mode chez La Martinière. C'est la rencontre un petit peu spectaculaire entre la haute couture et les chefs-d'œuvre du Louvre qui rappellent en fait, qu'il y a des dialogues un petit peu secrets. Encore le Louvre, cette fois avec le Louvre et ses chiens, Louvre Édition, Louvre, un bestiaire tout à fait inattendu, mais ça on adore en fait. Je pense qu'ils doivent vendre ça comme des petits pains dès qu'il y a des animaux. Je pense secrètement, je me dis toujours que ça doit faire fléchir les acheteurs, qui révèle la présence du chien dans les œuvres donc du Louvre, entre les symboles et puis toutes les fidélités qu'il faut avoir. Qu'ai-je oublié ? Chez Phaidon encore, La Joaillerie, un panorama somptueux qui retrace 4000 ans de création joaillère à travers des chefs-d'œuvre de la maison. Donc voilà. Au banquet de la nature, cuisiner l'art et les idées, c'est avec Pierre Gagnère, c'est chez JBO Books. C'est un dialogue entre Pierre Gagnère, que tout le monde connaît, 3 étoiles Michelin, 6 rue Balzac, et les artistes. Qui mêle en fait cuisine et puis des créations visuelles absolument somptueuses et j'ai envie de dire délicieuses. Vous me reprenez, Monsieur le Président, si j'ai faux. Et encore 2. Le surf, génial. Histoire et culture de Duc Kahanamoku.
Duke à l'anglaise. Le Duke, c'était un C'est le- très grand surfeur. Ah, mais alors je suis nulle, moi je suis nulle en surf aussi. Donc c'est le Duke, et du Duke à la vague artificielle, on va dire. C'est chez Sophia Éditions. Donc c'est une histoire visuelle et sociale, hein, tout à fait du surf, sur l'adaptation et les contraintes. Et pour terminer, 46e, mais non des moindres, Dieu et compagnie, juste. Humblement, Art Friction, édition La Villette, c'est une exploration des rapports entre les religions, les croyances, fiction et friction contemporaine. Voilà, nous avons fait le tour de ces 26 beaux livres. Donc le 11 décembre, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Eh ben, le 11 décembre, Sera révélé Voilà. le gagnant. Exactement. On dépouille les votes de nos amis libraires qui se seront connectés sur le petit formulaire ad hoc et qui auront établi un palmarès donc, avec des notes de 1 à 5. Et on fera les moyennes et on verra qui a gagné. Donc il y aura un lauréat comme l'année dernière et 2 mentions spéciales comme l'année dernière aussi. L'année dernière, c'était les éditions du Chêne et Paris Musée qui avaient eu les 2 autres prix. D'accord, Voilà. très bien. Bah, écoutez, il me reste, je pense, à vous remercier. Antoine Grund, donc président du groupe Art et Beaux Livres du syndicat national de l'édition. Mais éditeur avant tout. Éditeur toujours, éditeur un jour, oui, vous savez ce qu'on dit. À côté de vous, Thierry Maudre qui représentait les librairies et particulièrement ceux qui se dédient aux beaux livres et aux livres d'art. Bravo, donc la librairie L'Ardancher. Merci d'être venu. Nicolas, heureux lauréat de l'an passé, encore pour quelques jours, donc vous portez Ça, le titre. c'est ça. Vous êtes directeur, donc vous êtes éditeur aussi bien sûr, et directeur du département Beaux Livres d'Albin Michel, lauréat donc 2024. Virginie Agueloer, merci beaucoup, vous dirigez les éditions Norma avec un très beau pompon, donc on l'a dit. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les 4. Merci À à vous. bientôt. Merci. Merci à vous. Merci.